Bonjour, l'immigration en France, c'est un sujet qui déchaîne les passions, on le sait. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre le débat de côté pour vraiment se concentrer sur les chiffres, sur les mécanismes du système. C'est parti! Alors, on commence avec cette phrase choc, tirée de notre analyse. Elle est hors de contrôle de la puissance publique. C'est une affirmation, disons-le, assez forte. Elle pose une question centrale. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour y voir plus clair dans ce sujet, qui est quand même assez complexe, on va le décortiquer en 4 grandes parties. On va commencer par la vue d'ensemble et puis on ira de plus en plus dans le détail jusqu'au rouage du système. Voilà, première partie. On va se demander quelle est l'ampleur du changement démographique. Mais d'abord, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qui sont les émigrés en France concrètement? Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Posons les bases. Justement, pour commencer, c'est quoi un immigré? C'est important de bien définir les termes. D'après l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique, c'est tout simple, c'est une personne qui est née étrangère, dans un pays étranger, et qui vit en France. Et un point qui est super important à comprendre, on reste immigré toute sa vie. Même si on obtient la nationalité française, aux yeux de la statistique, on est toujours considéré comme immigré. Donc on a ce premier chiffre. 7,3 millions d'immigrés, c'est la première génération. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Si on ajoute leurs enfants nés en France, donc la deuxième génération, là on passe à 15 millions de personnes. Et si on va encore plus loin et qu'on inclut la troisième génération, eh bien on frôle les 20 millions de personnes qui ont une origine immigrée en France. 15 millions, ça représente quoi concrètement? Eh bien ça veut dire que près d'un quart de la population, 23% pour être précis, est soit immigré, soit enfant d'au moins un parent immigré. C'est un changement démographique vraiment important. Alors, il y a une autre spécificité française qui est mise en avant dans l'analyse, c'est l'origine des immigrés. Regardez bien ce graphique. En France, 60% des immigrés viennent d'Afrique. Comparez ça à la moyenne européenne, qui est de 20%, c'est 3 fois plus. C'est une différence assez nette. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, qu'on a vu l'ampleur du phénomène, passons à la deuxième partie, les voies d'entrée. Comment est-ce que ça se construit tout ça? Concrètement, par quels canaux arrive-t-on légalement en France? Le premier canal, ce sont les titres de séjour. Et là, la tendance est très claire. En 2000, on délivrait 188 000 titres par an. En 2023, on est passé à 327 000. On a quasiment doublé en moins de 25 ans. Et on voit bien qu'il y a eu une grosse accélération à partir de 2015. L'autre grande voie d'entrée, bien sûr, c'est la demande d'asile. Et là, les chiffres sont impressionnants. La France reçoit 150 000 demandes par an. C'est un record en Europe. Pour mettre ça en perspective, ce chiffre a été multiplié par 100 en 50 ans. Par 100. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste le nombre de demandes qui a grimpé en flèche. Le taux d'acceptation de ces demandes, lui aussi, a explosé. On est passé de 13,5% de oui en l'an 2000 à 45% aujourd'hui. On a plus que triplé le taux d'approbation. Alors pourquoi cette hausse? L'analyse explique que c'est en partie lié à une interprétation de plus en plus large du droit d'asile. Et ça nous amène à un chiffre qui peut paraître complètement fou. Un observatoire a calculé que 580 millions de personnes pourraient potentiellement être éligibles au droit d'asile en France aujourd'hui. 580 millions. Alors la question c'est comment on arrive à un tel chiffre? Non, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. Il vient en fait de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions des tribunaux français. Ces décisions ont progressivement élargi le droit d'asile à des groupes entiers de personnes. Par exemple, la justice a considéré que toutes les femmes afghanes pouvaient prétendre à l'asile. Ou encore, tous les Palestiniens, les femmes irakiennes, les homosexuels de certains pays. C'est l'addition de tous ces groupes qui donne ce chiffre. Ok, on a vu la démographie, on a vu les voies d'entrée. Troisième grande question, quel est l'impact économique de tout ça? Quel est le bilan pour les finances publiques? L'analyse commence par regarder du côté des prestations sociales. Et ce tableau, il résume bien la situation. On voit qu'il y a un système de soutien assez large. Un point est souvent souligné, même une personne en situation irrégulière, un sans-papier, a accès à une couverture médicale complète, financée par l'État, ce qu'on appelle l'AME. Bon, ça c'est la colonne des dépenses, si on veut. Maintenant, regardons la colonne des recettes, des contributions. L'analyse met en évidence un taux d'emploi plus faible chez les immigrés, en particulier ceux qui viennent de pays hors Union européenne par rapport au reste de la population, et ça forcément, ça a une conséquence directe sur l'équilibre financier. Et ce déséquilibre, il semble être une spécificité française. Si on compare avec le Portugal par exemple, là-bas, les immigrés contribuent à hauteur de 140% de ce qu'ils reçoivent, c'est-à-dire qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. En France, c'est l'inverse. Les immigrés contribuent à hauteur de 86% de ce qu'ils reçoivent en prestations. Leur contribution ne couvre donc pas la totalité des dépenses. En s'appuyant sur ce genre de calcul, une étude citée dans notre source chiffre le coût net annuel de l'immigration pour les finances publiques à moins 41 milliards d'euros.
Tout ça nous amène logiquement à notre quatrième et dernière partie qui est peut-être la plus cruciale. La question que pose l'analyse, c'est, au final, qui est aux commandes? Qui pilote vraiment la politique d'immigration en France? Et la thèse centrale qui est développée est celle en quelque sorte d'une perte de contrôle de la part du politique. L'idée, c'est que les élus, le gouvernement, auraient petit à petit délégué leur pouvoir sur ce sujet. Alors, délégué à qui? Eh bien, selon cette thèse, le pouvoir se serait déplacé vers un écosystème d'autres acteurs, non élus. D'abord, les juges, notamment ceux de la Cour nationale du droit à l'asile, qui par leurs décisions élargissent les critères d'accueil. Ensuite, des agences de l'État comme l'OFPRA qui fonctionnent de manière assez indépendante. Et enfin, tout un tissu d'ONG et d'associations qui défendent les migrants. L'analyse donne un exemple assez parlant de cette situation. Des associations qui sont en partie financées par l'argent public ont attaqué l'État français en justice et ont gagné. Elles ont réussi à empêcher le gouvernement de livrer des bateaux aux gardes-côtes libyens. C'est ce que la source appelle « mordre la main qui les nourrit ». Et on arrive à la fin de cette analyse. Elle nous laisse avec une question fondamentale, une question de fond. Si un système n'est plus contrôlé par les représentants élus, alors qui sert-il vraiment? C'est sur cette interrogation que se termine cette analyse.